Bonjour. Donc voilà, je pense qu'on s'est arrêté la dernière fois au point de Moravec, c'est bien ça? On a terminé le détecteur de Moravec. Ok. Donc on avait dit que ce qu'on reprochait, donc c'était le premier détecteur, d'accord, mais ce détecteur avait des limites. Particulièrement, il était sensible à la rotation, à l'illumination, etc. Donc, c'est pour ça que Harris est venu reprendre un peu le principe de ce détecteur et il a essayé de l'améliorer pour laisser place à un détecteur connu qu'on appelle le détecteur de Stephen Harris. D'accord? Et bon, le principe les améliorations, c'est-à-dire consiste en ce qui suit. Donc, il commence par utiliser le développement limité de Taylor de la fonction I de UV. D'accord? Rappelez-vous, I de UV. Voilà, U de UV, le développement limité. Bon, j'accepte les étudiants tant qu'ils arrivent. Donc, le développement limité de cette fonction, ça nous donne I de UV, X dérivé de I par rapport à X, Y dérivé de I par rapport à Y, plus rho X carré de Y, X carré de Y carré. Alors, rappelez-vous l'équation qu'on avait, que Moravec avait mis au point. C'était une distance, comme je vous l'avais expliqué, E de XY, c'est la valeur absolue de I de X plus UY plus U moins I de UV au carré. Donc, nous allons utiliser cette différence aussi. Ça veut dire que Stephen Harris utilise aussi cette différence. Donc, en faisant cette différence, c'est-à-dire à quoi est égal E de XY, c'est-à-dire si nous faisons cette différence, ce qui nous reste, ça va être le terme. D'accord? Il va nous rester ce terme. OK? Bien sûr, avec la fenêtre. D'accord? Il a fait juste remplacer dans la formule de Moravec, il a remplacé I de X plus U, Y de plus U. Il a, c'est-à-dire utiliser le développement limité que vous connaissez, que nous avons déjà fait en maths. OK? Et tout ça pour toujours représenter la moyenne du changement d'intensité dans une fenêtre donnée, quand on fait un déplacement XY. Alors, donc il retrouve cette formule, somme de cette dérivée au carré, en négligeant ce terme, d'accord, parce que quand il s'agit de petits déplacements, il a mis cette équation, hein, après un truc mathématique avec la rote, il a fait sous forme matricielle, E de xy, c'est ax carré plus de cyb plus by carré. Bon, tout ça, ça se démontre bien sûr. Avec A, c'est-à-dire la matrice A, le B qui est donné par ça et le C. D'accord? Donc, en remplaçant le A et le B et C, nous aurons une matrice M. Donc, on aura I de x égale XY fois M fois x égale. C'est un produit entre matrice et le déplacement. Donc, nous aurons M est égal à A, C et B. M, bien sûr, nous l'appelons matrice d'autocorrélation de l'image I au point UV. Elle représente la variation locale de l'image I en UV. C'est-à-dire ça représente un peu le changement d'intensité quand nous faisons un déplacement de UV. Donc, Harris et Stéphane proposent l'opérateur suivant pour détecter les coins dans une image. Ils proposent de calculer le R qui est le déterminant de M moins K trace de M. Là, vous voyez qu'on revient un petit peu en mathématiques. Avec le déterminant de M, c'est A fois B moins C au carré. Et la trace de M, la trace de la matrice, c'est A plus B. Bien sûr, A et B, c'est tout ça. D'accord? On revient à cette équation. OK? Les valeurs de R sont positives au voisinage d'un coin, c'est-à-dire d'un pixel d'intérêt, et négative au voisinage d'un contour, et faible dans une région d'intérêt constante. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il a mis au point. Là, je vous ai là, je vais mettre un peu plus. Je vais agrandir cette image. Pardon, je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir les points d'intérêt. Voilà. Voilà. Les points d'intérêt détectés par
Harris et Stephens, d'accord? Vous voyez, c'est les points qui représentent les grands changements. D'accord? Tout le monde voit les points d'intérêt, ça veut dire Stephen et Harris sont capables de détecter énormément de points. Et ces points, comme je vous ai dit la dernière fois, ils ont été très longtemps utilisés. Quand je dis très longtemps, jusqu'à récemment, c'était les seuls points d'intérêt qui étaient utilisés dans le tracking, etc. OK? Donc, par exemple, voilà un point, voilà son équivalent. Et n'oubliez pas, comme je vous l'avais dit la dernière fois, Moravec, c'est en voulant faire la mise en correspondance entre les pixels d'une image gauche et les pixels d'une image droite qu'il a eu l'idée de trouver les correspondants, donc de ne pas trouver les correspondants tous les pixels. Vous imaginez, une image, elle contient 600 fois 600. À chaque pixel de cette image va lui correspondre tous les pixels de l'autre image. Donc, c'est beaucoup de calculs. Donc, lui s'est dit, quand on veut faire de la mise en correspondance pour retrouver la troisième dimension, on va juste faire la mise en correspondance de quelques points d'intérêt. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de chercher les points d'intérêt. Donc, longtemps, comme je vous l'avais dit, les points d'intérêt, surtout vous trouverez d'ailleurs même jusqu'à présent dans OpenCV, les points d'intérêt de Stephen Harris sont très utilisés. D'accord, ça dépendra des applications. C'est sûr, si nous faisons du tracking ou un truc comme ça, un peu compliqué, on ne va pas utiliser ça. Mais si nous voulons juste faire des points d'intérêt pour détecter pour une application comme ça, simple, qui ne nécessite pas beaucoup de précision, ils sont toujours valables. D'accord. De là, comme je vous ai dit, les points d'intérêt, les points de Stephen Harris, ils étaient, je pense c'est-à-dire ils étaient robustes à l'orientation, mais il restait quand même, la limitation restait quand même sensible au changement d'échelle. Si, ils sont sensibles quand même à la rotation, ils sont insensibles à la translation, mais ils sont sensibles à la rotation et au changement d'échelle. C'est-à-dire, il suffit de, si, même à la translation. Donc, il suffit de changer d'échelle ou bien de rotation. Vous ne retrouverez plus les mêmes. Et donc, si on recherche des images par le contenu ou des choses comme ça, c'est compliqué. Mais si nous recherchons, par exemple, la mise en correspondance où les images ne subissent pas de rotation ou de changement d'échelle, on peut toujours utiliser Stephen Harris. D'accord? Si, apparemment, il est sensible à la rotation et à la translation. D'accord? Donc, c'est pour ça, dans quelques années après, ils ont laissé place, en 1999, ils ont laissé place à ce que nous appelons le SIFT, c'est-à-dire les points d'intérêt SIFT, Scale and Invariant Future Transform. Tous les points SIFT, ils ont fait quand même, disons, beaucoup de bruit quand on les a retrouvés. Tout le monde s'est roué à utiliser les points d'intérêt de SIFT, etc. Parce que, vous allez voir, jusqu'à présent, il reste, on n'a pas trouvé mieux. Maintenant, on ne parle plus de Stephen Harris quand, par exemple, on fait du tracking, mais on parle plus de SIFT, mais SIFT aussi a ses limitations. D'accord? Donc, en 1999, le chercheur David Lowe a mis au point le descripteur SIFT. D'ailleurs, on les appelle très souvent, non pas points d'intérêt SIFT, mais on les appelle descripteurs. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'ils sont composés, ils sont complexes, on les a fabriqués de pas mal de choses. D'accord? Ce n'est pas comme les points d'intérêt. Et on utilise le niveau degré et c'est bon. À l'Université de Colombie-Britannique, c'est un descripteur utilisé énormément en vision par ordinateur pour détecter, identifier les éléments similaires en différentes images numériques, objets, personnes, plein de choses. Il est très utilisé dans la recherche d'images par le contenu, le tracking vidéo, détection d'objets. Surtout la recherche d'images et le tracking vidéo. Nous, quand nous voulons traquer un objet, on ne va pas traquer tous les pixels parce que nous avons besoin du temps réel. À ce moment-là, nous avons besoin de points d'intérêt robustes et ça ne sera pas Stephen et Harris parce qu'ils sont sensibles à la rotation, etc. C'est les SIFT. Vous allez voir pourquoi ils sont quand même robustes. Nous allons l'expliquer pourquoi. Donc, comme je vous ai dit, on les appelle d'ailleurs même pas points d'intérêt, on les appelle plus descripteurs SIFT. Le descripteur SIFT permet de caractériser le contenu visuel d'une image de la façon la plus indépendante possible, de l'échelle, de la rotation, du point de vue ainsi que des changements de luminosité. Ça veut dire, si vous avez votre image qui a subi une translation, c'est-à-dire une augmentation d'échelle ou une rotation, même un point de vue, même un mauvais éclairage, par exemple, on a changé d'éclairage,
on retrouve toujours nos points SIFT, très utilisés dans le tracking vidéo. D'accord? Et même dans la recherche d'images par le contenu. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Comment nous calculons ce descripteur SIFT? Il s'agit tout d'abord de détecter sur l'image des ondes circulaires intéressantes qu'on appelle Region of Interest. Ça veut dire qu'on les appelle les ROI, centrés autour d'un point d'intérêt et de rayons déterminés appelés facteurs d'échelle. Pourquoi? Parce que la région d'intérêt, elle a plusieurs diamètres. Celles-ci sont caractérisées par leur unité visuelle correspondant en général à des éléments distincts sur l'image. C'est-à-dire, nous commençons par détecter des points d'intérêt et nous allons faire un traitement de meilleur à faire sortir les meilleurs points d'intérêt. Bon, juste avant de parler de SIFT, j'aimerais parler de HOG, Histogram of Gradient. Histogram of Gradient, qui met l'asmo. Ça veut dire que c'est un histogramme dans lequel on ne stocke pas, on ne calcule pas, on ne fait pas des statistiques sur le niveau de gris, mais on fait des statistiques sur le module. D'accord? Le module du gradient. D'accord? C'est ça le HOG. Donc, les premiers travaux, c'était HOG en 1985. Alors, Hedalo qui a mis au point les points d'intérêt de SIFT, il s'est inspiré, il s'est basé sur HOG. HOG, ils sont très intéressants jusqu'à présent. C'est un descripteur qui est très connu. J'ai pas eu c'est-à-dire on n'a pas le temps de voir tous les descripteurs, donc je vous en parle comme ça. C'est-à-dire c'est un descripteur qui est très très utilisé, surtout il est insensible à la rotation, etc. Parce que pour beaucoup de pixels, il recherche aussi c'est-à-dire l'histogramme du gradient. Alors, donc qu'est-ce qui fait la différence entre SIFT et HOG? C'est que c'est à peu près sur quoi ils opèrent. D'accord? HOG, on le calcule HOG, le gradient, l'histogramme du gradient pour tous les pixels de l'image. Quand on veut faire HOG d'une image, en général, hein, et on veut faire de la recherche d'image ou l'identification, ou la reconnaissance, ou la classification, on fait le HOG. Le problème avec HOG, vous imaginez, vous calculez le module du gradient, etc. pour tous les pixels, c'est coûteux en temps. Mais c'est un descripteur insensible à la rotation, insensible à la translation, insensible aux facteurs d'échelle, etc. D'accord? On lui reproche d'être coûteux en temps. Donc, Hada Sif et Hada Low Hada, il s'est basé sur le descripteur HOG. Il a essayé de faire pareil. Donc, HOG, il travaille sur des régions rectangulaires qui se superposent, qui se chevauchent. Il y a des intersections, elles se chevauchent. Tout ça pour avoir un bon descripteur. Alors, sur chacune d'elles, c'est-à-dire les régions, qu'est-ce qu'il fait? On détermine une orientation intrinsèque, c'est-à-dire ne dépendant que du contenu local de l'image autour du point clé. Si nous avons le point clé ou bien le point d'intérêt, nous allons calculer les gradients de tous les pixels qui sont autour. Mais bien sûr, d'une manière méthodique, pas comme ça anarchique, qui est bien connue. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont fait beaucoup d'expérimentation. Ils sont arrivés à le résultat, qui sert de base à la construction d'un histogramme des orientations locales du contour. D'accord? Donc, habilement pondéré, bien sûr, essayé et normalisé. Normalisé, pondéré, essayé, etc. À l'aide de parce que des fois, quand vous calculez le gradient dans une partie de l'image, vous allez aller dans une autre partie. Les valeurs sont tellement différentes que le gradient aussi suit. Donc, on normalise pour ne pas avoir des variations énormes. D'accord? C'est pour la stabilité. L'espace autour du point d'intérêt XY est divisé en 4 fois 4. Ça, c'est les gens qui ont trouvé SIFT qui ont dit ça. Ils ont essayé d'autres matrices, ils ont essayé. Les meilleurs résultats, ils les ont trouvés les valeurs que je vais vous énoncer. 4 fois 4, d'accord? Ils divisent donc avec la région d'intérêt en blocs de 4 fois 4. Pour chaque bloc, on calcule un histogramme des orientations en 8 directions. D'accord? Un histogramme des orientations en 8 directions. Ils ont choisi aussi 8. Ils ont trouvé qu'à un moment donné, 8 c'était bon, on balayait tout ce que vous voulez. Ensuite, les 16 histogrammes, parce que regardez, vous avez 4 fois 4, c'est-à-dire 16 cellules. Pour chaque cellule, vous faites un histogramme sur les 8 directions. 8 directions, ça veut dire que ça commence de 0 jusqu'à 180 degrés. Vous les divisez par 8, c'est-à-dire chaque 20 degrés, vous faites vos calculs. D'accord? Il y a eu aussi de 0 à 360, hein, mais c'est ce qu'ils ont retenu, 8 bits. Chacun sont concaténés et normalisés. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. C'est cet histogramme qui est sous forme d'un vecteur de 128 valeurs, c'est pour ça qu'on l'appelle descripteur,
parce qu'au fait, c'est un vecteur. Ce n'est plus le point d'intérêt à Stéphane et Harris, mais c'est 128 valeurs. Donc, 4 fois 4, le nombre de cellules. Pour chaque cellule, elle a 8 bits. Donc, vous imaginez toutes ces valeurs. Ça fait 128, constituant le descripteur SIFT du point clé. Et l'ensemble des descripteurs, bien sûr, les points SIFT de cette image, etc., constituent ce que nous appelons une véritable signature numérique du contenu de celle-ci. Les points SIFT de mon image, où j'ai calculé les descripteurs de Taham, j'ai une vraie signature. Vous savez, ça veut dire une signature. C'est, on vous identifie normalement, logiquement, à votre signature. D'accord? Est-ce que vous m'avez suivi un petit peu? Je vais vous donner l'exemple, vous allez comprendre le schéma. Voilà ce que je viens de raconter en faisant un schéma. Donc, ces descripteurs présentent l'avantage d'être invariants à la rotation, à la résolution de l'image, ainsi que les différents 3D, ainsi que l'échelle. C'est le robuste du robuste qui met relo. Là, j'ai juste une explication. Le descripteur décrit donc la direction de chaque pixel appartenant au voisinage du point clé. Donc, on fait un calcul, on est circulaire en calculant le gradient de chacun. Donc, avec le point clé, nous allons calculer, pour trouver chaque cellule HD. Nous allons la représenter, regarde, dans 8 directions. Parce que vous arrivez à voir dans 8 directions, d'accord? Nous allons calculer l'orientation du gradient. Et pour chacune, nous allons calculer un histogramme pour Hadi, un histogramme pour Hadi, un histogramme pour Hadi, un histogramme sur les 8 directions. D'accord? À la fin, ce que nous aurons, nous allons les concaténer, les mettre l'un à côté de l'autre, et nous aurons cet histogramme. D'accord? Nous aurons un histogramme qui est de taille, nous aurons 16 bâtonnets d'histogramme. Hadi, elle va nous identifier, le point clé, etc. Donc voilà, nous aurons un histogramme, et la concaténation des 16 histogrammes nous donne cette signature. D'accord? Vous voyez, c'est robuste. Les choses sont bien faites, fines, etc. Mais qui m'a dit comme 4 x 4, les 8 bins, ça a été de l'expérimentation. D'accord? C'est pas comme ça. Nadoka, c'est 4 x 4, ici les 8 bins. Ils ont essayé plusieurs. L'article, il est connu. Mais bon, là, on utilise SIFT. Et, il existe dans les bibliothèques, que ce soit OpenCV, que ce soit Deep Learning, etc. Python et Torch, etc. Est-ce que c'est clair? J'ai résumé, hein, c'est pas aussi simple que ça, hein, parce qu'il y a changement de résolution sous forme de pyramide. Je ne suis pas rentrée dans l'algorithme de la Khol. Les gens qui seront intéressés un jour, et je ne sais pas d'ailleurs, si ce n'est pour inventer un autre point d'intérêt, c'est pas simple. Il y a plein de calculs, ils ont fait un travail, ils ont publié le papier qui est utilisé jusqu'à présent. Mais Zem vraiment réussi. Est-ce que c'est clair? Ça va, je termine? Je continue? Là, en général, SIFT. D'accord? Les autres ont fait le travail pour nous. Alors, donc SIFT, qui marque le compte, c'est l'histogramme sous la forme d'un vecteur normalisé de dimension 128. Donc, il y a des normalisations, des seuillages, etc. pour avoir le vecteur. On appelle, donc, il y a beaucoup de travail, comment ils ont fait les calculs, etc. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce descripteur SIFT? Vous avez vu les histogrammes, les calculs normalisés, seuillés, pour le rendre indépendant de la résolution. Ils ont fait comment on appelle, changement de résolution, une pyramide, qu'elle a sur 5 ou 6 niveaux, etc. C'est-à-dire, il y a beaucoup de calculs. Donc, les gens, bien, SIFT, il est tout ce que vous voulez. On peut compter dessus. Le problème, c'est le temps. Moi, quand je fais du tracking, vous imaginez, je traque quelque chose dans une vidéo, les choses avancent rapidement. D'accord? Donc, j'ai besoin du temps, c'est-à-dire il faut que le temps soit quand même correct. Donc, c'est pour ça que les gens, les mêmes personnes, il me semble, ils ont essayé, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de calculs, avec surtout le changement de résolution, etc. Ils ont travaillé sur plusieurs pyramides, on enlève quelques parties, etc. Et en enlevant ces parties, en faisant des améliorations sur le calcul, hein, je dis bien le calcul parce que le principe c'est toujours HOG ou les concaténations d'histogrammes, etc. Entre 2006 et 2008, ils ont mis au point ce que nous appelons le SURF. Surf, Speed Up Robust Futures.
C'est une variante de SIFT, c'est exactement comme SIFT, pour lequel ils ont enlevé certaines étapes. Il est 6 fois plus rapide. Il a été proposé en 2006 à une conférence très très connue qui est ECCV 06. Donc, on trouve dans les bibliothèques TANA, que ce soit SIFT, que ce soit Surf. On sait que Surf, c'est la même chose que SIFT. Donc, il est plus rapide. Il est 6 fois plus rapide. C'est déjà quelque chose. Donc, quand on veut faire l'image retrieval ou bien nous voulons faire du tracking, واش نديرو نحكموا l'image تاعنا نحكموا quelques points نخرجوا لها les points SIFT تاعها وبهم on track. D'ailleurs, vous allez voir juste un exemple ici. Regardez, les points SIFT. ما تقدرش يكون تاع عريس هكذا ولا. راكم تشوفوا هنايا هاد l'objet la maison elle a changé d'orientation. Même les points اللي مخبيين يعاود يجبدهم. D'accord, même si elle a subi de l'orientation, il y a les points. D'accord, regardez, elle a subi le point, il le relie quand même. D'accord. Vous pouvez, je pense, en TP, vous allez voir un exemple comme ça, vous allez voir où par exemple, vous prenez une tasse, vous la filmez, vous changez de position, les points SIFT, d'accord. C'est ça la robustesse de ce descripteur. On l'appelle d'ailleurs plus descripteur que point d'intérêt. Pour résumer tout ce que j'ai dit, pour chaque pixel de l'image, on calcule le vecteur gradient. Le gradient nous donne des informations sur le contour local. Les key points, c'est-à-dire les points d'intérêt dans SIFT, sont en général les coins, c'est-à-dire des endroits où le contour change brutalement d'orientation. Ce sont des points particulièrement intéressants, car ils sont très spécifiques. Il y a les coins. En plus, ça, ils ne sont pas nombreux. Un bon moyen de décrire ce qui se passe autour d'un point d'intérêt, c'est-à-dire de décrire le contour ou un truc comme ça, c'est de regarder les vecteurs gradients dans les voisinages. Est-ce qu'ils vont tous dans la même direction ou dans 2 directions? C'est pour ça qu'on a fait sur 8 directions. D'accord. Chaque 20 degrés, nous de direction. 160 degrés divisé par 20, chaque 20 degrés, nous. Pour cela, on construit un histogramme qui représente la répartition des vecteurs gradients dans les 8 directions et on fait la concaténation des 16 histogrammes. Les voisinages de 4 x 4 de 16 pixels. En mettant bout à bout, d'accord, concaténer ces informations, nous obtenons une signature. Donc, dorénavant, avec ces histoires d'un point d'intérêt, d'accord, quand nous voulons utiliser vraiment pour le tracking, pour retrouver des images ou là, c'est SIFT, c'est clair, ou la Surf. Mais si je veux calculer des points d'intérêt pour une mise en correspondance ou là pour je sais pas, une application comme ça qui utilise des points d'intérêt, pas pour quelque chose de très compliqué, à ce moment-là, je ne vais pas me casser la tête à utiliser le descripteur SIFT ou là. Mais Stéphane et Harris. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire comme avantage à ces points d'intérêt? C'est une source d'information plus fiable que les contours, car plus de contraintes sur la fonction d'intensité. Hadl 128 ou descripteur gars, vous pouvez compter sur ce point d'intérêt. Il est fiable. Il est fiable, ça veut dire il rompt plus les conditions sur les points d'intérêt. Il est robuste aux occultations, soit occulté complètement, soit visible. Ça veut dire quand vous avez un objet pour lequel vous avez cherché des points SIFT, etc. Mais si même dans une autre image, par exemple, cette image de taille ou la haja, s'il y a des occultations, les points, on les retrouvera. Ils sont présents, bien sûr, dans une grande majorité d'images. Mais quand je mets une image, je mets un peu les contours, je mets les points d'intérêt, je mets les points SIFT ou bien Surf. Peut-être un complément d'information vous sera fourni par Madame Chetitra, elle qui a dans sa thèse de doctorat, elle a énormément utilisé, si je me rappelle bien, SIFT ou bien Surf. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je termine? Pas de questions? Vous êtes là, mais je suis monologue. Alors, une fois qu'on a terminé les points d'intérêt, les connabliques, on a fait un chapitre, les primitives. Les primitives, c'est les informations, parce que dans une image, on a énormément d'informations, utiles et non utiles. Pour faire la différence,
pour les stocker, pour les traquer, pour les interpréter, tout ce que vous voulez, pour faire n'importe quelle application, pour les classer, analyse, etc. et tout, application d'analyse, nous avons besoin de prendre que les informations utiles. C'est quoi l'information utile? C'est quoi l'information utile? Peut-être que c'est des primitifs pixels, les HUMA par exemple, les points d'intérêt, d'accord? Peut-être c'est le contour. Si je cherche la silhouette ou quelque chose comme ça, peut-être c'est la région. D'accord? Donc, on a présenté tout ce que, un tour d'horizon, hein, je dis bien tour d'horizon, sur tout ce qui est primitive pixel. Là, je vais passer à la primitive contour. Alors, nous avons déjà abordé plus ou moins le contour. On sait très bien que ça veut dire quoi le contour. Quand est-ce qu'on rencontre un contour? C'est quand on change, c'est-à-dire l'éclairage, l'intensité, elle change. C'est-à-dire il y a un brusque changement. Par exemple, ici, c'est un contour, vous voyez, hein, j'ai agrandi. Pourquoi? Parce que si vous recherchez le niveau de gris ici et là, ce n'est pas du tout pareil. D'accord? On passe carrément du clair, c'est-à-dire le clair dans les 250, etc. On passe carrément dans le noir, ou le gris souris, c'est-à-dire 10, 20, 30, si ce n'est 0. Donc, aide le changement, hop. Si je vais calculer, rappelez-vous quand on a calculé la dérivée, le gradient, si on fait la dérivée Hnaya, on fait le calcul, on voit que le gradient Hnaya, le module Tao va être très très important, parce que c'est la différence entre ça et ça. Donc la différence, elle sera énorme, d'accord? Elle sera de taille, donc on dira, ah, c'est qu'il y a un contour quelque part, d'accord? Donc quand on se dit que c'est la même chose, d'accord? Donc, un contour est une variation brusque d'intensité. Il désigne la frontière entre deux objets dans une image. La détection de contours est une étape préliminaire à de nombreuses applications de l'analyse d'images. L'extraction de contours, bien sûr, ils ont commencé avec les points d'intérêt, il y avait que Moravec, il n'y avait pas, c'était pas vraiment facile. Ils passent au contour, ils en sont passés en région, mais maintenant, c'est-à-dire plus ou moins ça a été abandonné pour laisser place aux points d'intérêt. Maintenant, avec le deep learning, c'est encore, mais que je garde descripteur. La notion de descripteur, elle a disparu. Parce que le fait de dire descripteur, ça veut dire vous catégorisez l'image. Mais quelle est l'image TAC? Elle est faite que de ce descripteur que toi tu as décidé. Donc le deep learning déjà pour effacer tout ça. Alors l'extraction de contours a fait l'objet de nombreux travaux dans les années 80. Les méthodes à base de convolution et de calcul de masse de dérivation ont été très répandues. Faites les années, le masque de Sobel ou Playwright ou Roberts, etc. Car ils sont rapides et faciles à implémenter. Et on trouve parmi ces masques un Sobel, il est très utilisé, l'hélium utilisé quand on veut faire quelque chose de light, faire sortir des contours là, je ne vais pas me casser la tête à utiliser des méthodes très compliquées. Sobel, il fait, Ken Robert, Ken Kirsch, Ken Playwright, Ken bzef. D'accord? Bratz, etc. Donc, la différence Binetum qui m'a Sobel au Robert, s'ils se ressemblent, nous allons voir la différence Binetum. Néanmoins, ces approches, basées sur une approximation du gradient spatial par des différences finies, ne sont ni précises ni robustes au bruit. Le filtrage qu'on applique, quand on applique le gradient, etc., les filtres de contour, le bruit est calculé et utilisé comme n'importe quel pixel. Donc, on ne s'en débarrasse pas. C'est pour ça qu'il y a eu des filtres. Ils appliquent, par exemple, un lissage gaussien. Ensuite, ils dérogent Sobel. C'est le filtre de Deriche. D'accord? Donc, parce que sinon, mais qu'est-ce qu'il fait? Le masque de Sobel ou la Kirsch ou la Playwright, quand vous l'appliquez, eh bien, les pixels bruit, vous mettez les Les contours dans une image proviennent des discontinuités de la fonction d'intensité dans les images, c'est-à-dire une rupture d'intensité dans l'image suivant une direction donnée. Alors, deux approches sont utilisées pour la détection de contours. Quelle est l'approche du premier ordre? Approximation du gradient, qui est le deuxième ordre, c'est l'approximation du Laplacien. La dérivée seconde, la dérivée. Les opérateurs sont utilisés comme des filtres qui vont être corrélés à l'image, c'est-à-dire convolués à l'image en utilisant des masques. On commence par l'opérateur de Sobel, qui est très utilisé, soit à l'image source, Gx et Gy, deux images qui en chaque point contiennent des approximations respectivement de la dérivée horizon. Donc j'insiste sur le mot approximation, d'accord? Les masques sont venus pour remplacer nos calculs de gradient. Sinon, c'est des approximations. Mais souvent, ils font l'affaire. Hein.
ne va pas dire qu'ils sont mauvais. Donc, ces masques sont calculés comme suit. Vous prenez, pour trouver le gradient en X à l'image, vous prenez le filtre de Sobel, dès une convolution avec l'image. Celui de Y avec A. Et bien sûr, une approximation de la norme et la chore, elle est donnée par valeur absolue de G, c'est-à-dire la norme de G, c'est à l'époque comme c'est une longueur, donc c'est racine carrée de JX carré plus c'est le module, où l'angle est donné par l'arc tangente de JY sur GX. Donc le module du gradient, le module qu'on calcule comme ça, permet de quantifier l'importance du contour, mais en évidence. Parce qu'il se peut qu'à l'aide le bruit, tu as des petits contours. Est-ce que ces petits contours, on va les considérer comme bruit ou la contour? Quand vous allez rechercher, par exemple, les contours dans une image, est-ce que vous avez appliqué Agda Sobel et c'est bon? Ça y est, j'ai trouvé mes contours. Est-ce que ça va s'arrêter là, le travail? Vous êtes là, Yahri, ma couche derrière la sieste, non? La question, j'ai dit, par exemple, les contours. D'accord, les contours. J'applique Sobel et je suis bien contente, on calcule les normes. Est-ce que les normes pour tous les pixels, est-ce que je vais dire, garde les pixels, par exemple, contour, ou هذا contour? كيفاش نعرف بليك هذا réellement c'est un contour, هذا ماشي un contour? كيفاش ندير؟ Qu'est-ce que vous suggérez? Madame, à partir des histogrammes, le changement, par exemple, de... شوف واش قلت لك. قلت انا اللي كالكوليت لو غراديون je l'ai appliqué. ومن بعد j'ai calculé par exemple كاع les contours de le gradient, خرجت les modules et tout. Donc حبيت نعرف بليك est-ce qu'au niveau de ce pixel c'est un pixel qui appartient au contour ou لا. كيفاش نعرف كيفاش est-ce que j'accepterai tous les pixels ou pardon tous les modules ou pas? Est-ce que خلاص خلقت ونروح ça y est? Voilà, il faut seuiller. Il faut seuiller. Sinon, le bruit يقدر يكون c'est un petit contour. انتوما vous avez un petit contour هكذا. Un petit, par exemple, صغير هكذا. Est-ce que هذا c'est un contour ou لا هذا? La différence qu'il fait, c'est le module. C'est le module qui va dire ah non, هذا c'est petit, tu négliges, c'est sûrement dû au bruit ou هذا c'est un vrai contour. D'accord? اسمعوا l'examen تاعكم راح يكون des questions de ce genre, ما نقولكمش récitez moi ou là. C'est-à-dire, c'est à vous de. Vous êtes en M2, لازم خلاص. Donc, vous déduisez des choses quand on vous dit, etc. D'accord? Je calcule le gradient, ça compte comme quel est le bruit. Donc, il faudrait que je fasse du seuillage. C'est pas parce que vous aurez le cours avec sous forme de slide que vous saurez répondre à toutes les questions. Alors, détection maintenant, parce que quand j'ai présenté Sobel avec sa formule, ses masques et le gradient, le module et l'orientation. Qui fait donc détecter les contours en utilisant le gradient. Je calcule d'abord le gradient de l'image dans les deux directions orthogonales Gx et Gy. C'est un gradient en X, un gradient en Y et un gradient en X. Je calcule le module. Pour sélectionner les contours les plus importants, لازم نستعمل le seuillage, le thresholding. D'accord? Il faut que نستعمل le seuillage. باش نقول هذا c'est un point de contour ou هذا ماشي un point de contour, j'ai besoin de faire le seuillage. Avec un exemple, voici une image initiale. Je lui applique le gradient horizontal, je lui applique le gradient vertical séparément. شوفوا هذا gradient horizontal et il va me montrer les contours verticaux. هذا vertical, il va montrer les contours horizontaux. C'est la dérivée هنايا. Je reconstitue mon module en faisant la formule. Voici. Regardez les contours terrestres. D'accord?
Voilà le module. D'accord. OK? Vous voyez ce qu'on fait? OK. Maintenant, il n'y a pas que Sobel qu'on utilise pour calculer les contours. D'accord? C'est le plus utilisé, certes, mais il n'y a pas que Sobel. Je vais vous donner des exemples en utilisant le contour Sobel, Roberts, Praywhite. Regardez les résultats. Donc, en utilisant Sobel, regardez le contour qu'il me donne pour cette image. Regardez celui-là. Regardez ta Praywhite. D'accord? En général, on préfère celui de Sobel, mais bien sûr, justement, en général, à l'époque comme les contours, on garde des trous, etc. Si vous vous rappelez, pour bien avoir des contours, si j'ai besoin dans mon application, par exemple, ceux qui recherchent, qui suivent des silhouettes, qui traquent des silhouettes, je n'ai pas besoin de toute la personne. Sa silhouette me suffit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils traquent de la silhouette, mais ils ont une silhouette bien. D'accord? Ou là, ceux qui font ce travail sur les images médicales et tout. Par exemple, pour reconnaître un cancer ou là, une cellule cancéreuse, c'est la silhouette qui est modifiée. Par exemple, qui une cellule saine, un contour, une forme, qui la cellule, elle est malade ou la haja d'un cancer, elle a une autre forme. Donc, à ce moment-là, on donne beaucoup d'importance à la forme. Donc, comme l'a dit votre camarade, bon, on l'a pas dit, elle a écrit, Juma Arania, il faut penser à la dilatation et à l'érosion. Il n'y a pas que la dilatation. En général, on pense à la fermeture et l'ouverture. Aïda, on a des contours bien précis s'il y a des coupures. On les remplit, etc. Donc, le principal avantage de ces masques est leur facilité de mise en œuvre, ainsi que la rapidité de leur traitement. Leur inconvénient, c'est leur grande sensibilité au bruit. De plus, les contours obtenus sont qui sont assez larges. À ce moment-là, nous érosion, tout dépendra des applications. Et personnellement, je l'avais bien utilisé dans mon travail. Je l'utilise très souvent. Je suis satisfaite de Sobel, mais les applications TAI, mais quelque chose de. On l'a utilisé, par exemple, pour la détection des personnes. Par exemple, la surveillance des personnes âgées. Donc, j'ai détecté la détection de chute. Donc, on calcule la silhouette de la personne. Donc, Sobel me suffisait largement. Donc, Morhada, Sobel, il a été très utilisé, mais qui me connaît le bruit. J'ai le filtre de. Déjà. Je ne le dis pas ici. Bon, c'est pas. J'ai le filtre de Derish, c'est du Sobel. واش يديروا له يديروا يحكموا ليماج تاعنا يديروا لها ان ليساج غوسيان ينحوا كاع لو بروي ومن بعد يزابليك صوبيل هذا داروا به لو فيلتر دو ديريش هذا هو البرانسيب ماشي ديريش كاني ديريش que vous trouverez dans Open CV. D'accord? Ok, ça va? C'est clair? Nous allons passer à la segmentation. Si vous n'avez plus de questions. Ça va? Je termine. Alors, dites-vous que la segmentation d'images, c'est parmi les thèmes les plus vieux Flavéo. La vision par ordinateur, tout de suite, c'est les applications de segmentation. Et que, malheureusement pour nous, jusqu'à présent, il n'y a pas une méthode établie bien. Hey, utilise-la, tu auras une très bonne segmentation. Dernièrement, j'ai le deep learning où, avec lui, il a apporté, ça veut dire, une bonne segmentation. Jusqu'à présent, c'est la meilleure, c'est en utilisant le deep learning. D'accord? Sinon, la segmentation est un sujet. Il y a tellement de méthodes. La façon dont vous les utilisez, il y a des méthodes qui marchent pour une application, qui ne marchent pas pour une application. Il y a des méthodes qui marchent, par exemple, pour une base de données et qui ne marchent pas pour une autre base de données. Imaginez segmenter la main d'une personne déjà. Par exemple, ceux qui utilisent les gestes de la main. Ce n'est pas la même application que, par exemple, l'utiliser pour la détection de certains objets dans une scène parce que je veux faire de l'interprétation de scène. À ce moment-là, une simple segmentation comment on appelle les deux qui sont connus, des Bescan et Camis, D'accord? Mais ceux qui veulent utiliser
le langage des sourds-muets comme Madame Dahmani, et Madame Dahmani, elle a besoin vraiment de voir comment se présentent les doigts, parce que les doigts, la forme d'Yelhom, indiquent le langage des sourds-muets. Non, ça ne lui suffira pas une simple segmentation, tu as des bescans ou la hajjagda. D'accord, segmenter les pixels. Donc, tout, je le dis et je le redis, on revient toujours, la VO, ça revient toujours à l'application et à la base de données. C'est les points, ils font la différence entre une méthode et une autre. Alors, donc la segmentation d'image est une étape clé en traitement d'image. Ou qu'il y traitement d'image, qu'il y a analyse d'image. Très longtemps, c'était l'analyse d'image. Maintenant qu'il y a beaucoup d'applications d'analyse d'image, qu'est ce qui vous disent en la place dans le traitement d'image. Pourquoi aller ce traitement d'image? Parce que c'est une étape qu'on ne fait pas de la segmentation pour faire de la segmentation. On fait de la segmentation pour préparer une application, par exemple d'interprétation de scène, ou une application de détection d'objets ou de haja hagda. Alors, est une étape clé en traitement d'image qui a pour but de regrouper des pixels semblables entre eux suivant des critères. Quand on fait de la segmentation, nous avons besoin de critères. Sinon, comment je vais pouvoir faire une segmentation? Des fois, je segmente selon la couleur, mais ce n'est pas toujours discriminant, parce que je pourrais trouver deux objets qui ont la même couleur, alors que ce sont des objets différents. On fait aussi une segmentation en utilisant la texture. Oui, des fois ça marche, des fois non. En faisant le niveau de gris, et on peut même faire une segmentation en utilisant le mouvement. D'accord? C'est des critères utilisés pour pouvoir faire la segmentation. Les pixels donc sont regroupés en régions qui constituent une partition de l'image et chaque partition, c'est-à-dire la région, est supposée correspondre à un objet. C'est-à-dire qu'il y a une scène, mais encombrée. D'accord? Parce qu'il y a une scène encombrée, les objets se superposent. La segmentation est très, très compliquée. L'union de ces régions doit redonner l'image initiale. Ça, c'est l'idéal. Par exemple, le slide taï, l'objet, le paragraphe, parce qu'il y a des séparations. Mais segmenter entre des choses qui se ressemblent, ce n'est pas évident. Donc, les techniques de segmentation peuvent être traitées sous un aspect global ou la locale. Déjà, pour catégoriser, classer les méthodes de segmentation, vous pouvez trouver dans la littérature plusieurs façons. Il y a ceux qui les classent selon méthode globale, méthode locale. Il y a la façon de faire, le principe tahom, c'est-à-dire ascendante, descendante. Donc, j'ai choisi, disons, la plus, qui me paraissait la plus convaincante et plus simple à comprendre par les étudiants, donc que je vais vous présenter maintenant. Juste des exemples de segmentation, avant de parler. Par exemple, surtout la segmentation en médecine, elle est très utilisée. Par exemple, en utilisant avec une segmentation au niveau de gris, en utilisant des couleurs plus raffinées. Regardez, tout ça, c'est segmentation du même objet. Qu'est-ce que vous pouvez... c'est-à-dire, tout ça, je vous dis, c'est des segmentations. Quelle est la différence entre toutes ces segmentations? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour une même image, nous avons plusieurs segmentations, plusieurs résultats. D'accord? Donc, regardez, l'image, carrément les trois lobes, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit et le cervelet avec une autre couleur. Donc, dans la précédente, ils étaient confondus. Pourquoi? Parce que regardez, bzef sont trop proches l'une de l'autre ou la haja. D'accord? Donc, le résultat de segmentation, malheureusement pour nous, est très souvent, il n'est pas unique. Après, ça dépend comment tu as commencé déjà. Par quoi qu'est-ce que tu as privilégié? Tout ça, c'est les difficultés de la VO. D'accord? Alors, à quoi sert la segmentation? Toujours indexer, rechercher dans une base d'images les images ressemblantes à une image initiale, reconnaissance d'objets. Je veux reconnaître des objets dans une scène. Première étape, c'est de faire de la segmentation. En biométrie pour la segmentation de visage, parce que pour faire par exemple le contrôle en utilisant l'iris ou là des trucs. Les images médicales, l'IRM, reconnaissance d'objets, bon, je l'ai répété, mise en correspondance aussi, et la détection des points. C'est-à-dire, il y a plein
je dirais, d'application pour la segmentation. Et surtout, comme je vous l'avais dit, en médecine. Alors, la segmentation, elle est basée sur quoi? Avant de faire une application, avant de faire développer quelque chose, il faut c'est quoi ma problématique, quels sont les atouts que je vais choisir, quels sont les trucs, les suppositions que je vais prendre, etc. Pour faire donc la segmentation, elle est basée ou bien la similarité. انا نقول هذا البيكسل مع هذا البيكسل مع هذا البيكسل هذا مع هذا مع هذا لو روج مع الروج مع لو روج. C'est la similarité. Où est de la similarité? Ou bien c'est la couleur, ou bien c'est le niveau de gris, ou bien c'est la texture, ainsi de suite. Ou bien, si ce n'est pas la ressemblance, je segmente à l'حساب la ressemblance, لازم la proximité spatiale. نقول لكم شوفوا هذا الشابو وحده هذا وحده etc. C'est les pixels, ils appartiennent à de la partie, ou les pixels, il est plus proche de ce centre. C'est le principe même de Camis, notre objet, etc. Donc, voilà les deux critères de segmentation. C'est ou bien la similarité, ou bien, par exemple, une image, quand je la segmente en couleur, quand je la segmente au niveau de gris. D'accord? Regardez, le niveau de la couleur nous donne encore plus de résultats de la segmentation. D'accord? Méthode de segmentation. Quelles les approches région? Region-based segmentation. Quelles les approches contours? Les deux, elles ont été abandonnées. Je vous le dis dès maintenant. Approche par apprentissage. C'est ça qui est maintenant très à la mode. Bon, je dirais très à la mode, c'est-à-dire tout le monde maintenant s'intéresse à ça. Des années qui nourrissent les deux. Quand je vous dis des années, autant je faisais mon doctorat, les années 2010, etc. Et tout, d'accord? Mais donc, là, on utilise surtout ça. À moins que, par exemple, quelqu'un qui fait la déo, il a besoin dans une salle qui n'est pas encombrée, il ne va pas se casser la tête à utiliser des méthodes de machine learning ou là. Il va utiliser une simple méthode qui m'appelle comme Scamins, DBScan, Slike, si je me rappelle bien, etc. Quelle des approches hybrides, c'est-à-dire le mélange des deux. D'accord? Grosso modo, nous trouvons des approches région, contour par empreinte. Pas de solution universelle. En général, l'algorithme est limité à un type d'application image. Et pour une image donnée, plusieurs segmentations correctes peuvent être proposées. Je vais vous donner des exemples. Comment on dit on va les segmenter. Parce que ça sera de la segmentation sémantique. Sémantique. C'est pas la sémantique à la belle comme. C'est pas niveau de gris, ce n'est rien du tout. Vous allez inférer de l'information. Donc, pas de solution universelle. Méthode de segmentation va commencer basée région. Là, je vais faire un survol, parce que la segmentation elle-même, c'est 2 ou 3 chapitres. Alors, un survol, où après s'approfondit, il trouvera. Cette méthode utilise les similitudes, elle dit par région, elle utilise les similitudes, c'est-à-dire la similarité locale des pixels, tels que le niveau de gris, la couleur ou la texture, par région. J'ai cité quelques-unes, mais il n'y en a pas que celle-là. C'est les plus connues. Quelle est la méthode de seuillage par histogramme? C'est la méthode basée région. On dit les histogrammes, chaque bille, c'est un objet. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Des fois, l'histogramme, il est plat, il est confondu. Méthode de clustering, K-Min, C-Min, Fuzzy-Min, d'actualité. Croissance de région, region growing, et split merge, division et fusion. Elle coupe l'image, elle coupe en deux et elle fusionne. D'accord, division, fusion. Nous allons voir quelques-unes. Région, alors, les méthodes de segmentation, c'est les régions, je reviendrai, donc je termine. Contour, elle se base sur la recherche de contour qui délimite les régions homogènes de l'image. Un contour est un ensemble de pixels formant une frontière entre 2 ou plusieurs régions voisines. Néanmoins, cette méthode ne conduit pas toujours à une bonne segmentation de l'image, car très souvent, les contours déjà obtenus sont rarement fermés. Alors, vous obtenez des contours, le bruit, il faut appeler les opérations de dilatation, les filtres morphologiques, et bon, ce n'est pas toujours évident.
Donc, elles sont rarement utilisées. Il existe plusieurs méthodes de segmentation basées sur l'approche contour. Les méthodes dérivatives, c'est-à-dire نستعملوا فيهم masque de Sobel ou la Play-White ou la Kirsch ou là, par filtrage linéaire, où il y a les contours actifs تاني. Ils mettent un contour, chaque fois ils modifient l'énergie تاعو حتى avec le contour, il va épouser l'objet dialogue. Mais bon, ça a été très à la mode, mais elles ont été abandonnées تاني. Méthode de segmentation basée sur l'apprentissage, c'est-à-dire le machine learning. Comment on choisit une méthode de segmentation? C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, j'ai envie de faire la segmentation. Laquelle des méthodes je vais prendre? Alors, le choix de l'approche dépend du type d'application et du type d'image. C'est très important. D'une application à une autre, d'une image, base de données à une base de données, une segmentation qui était excellente pour un type deviendra nulle pour un autre. D'accord? Donc, c'est le premier point. L'image très structurée, c'est-à-dire les faits objets homogènes, et bien en même temps des images texturées, donc on choisira la méthode qu'il faut. Apparition de contours bien marqués, si j'ai de bons contours ou la haja, donc là que je vais utiliser les histogrammes ou la haja. Et bien sûr, présence du bruit ou non. Les choix. Les types d'applications, c'est-à-dire détection d'une ou de quelques régions en caractéristiques connues a priori ou participation à l'ensemble de l'image. Méthode supervisée ou non. D'accord? C'est-à-dire, on va utiliser une méthode en utilisant des seuils, le nombre de régions, ce qu'on le connaît à l'avance, on ne le connaît pas, etc. La précision de la segmentation, c'est-à-dire la segmentation, est-ce qu'elle est acceptable? Ça dépendra aussi de l'application. Rapidité d'exécution. J'ai bien envie de faire une bonne segmentation, mais si moi, mon travail, c'est la détection d'objets ou l'interprétation de scènes, là, la segmentation, c'est une étape. C'est un pré-traitement, carrément. Donc, mes biais, je ne prends pas beaucoup de temps. D'accord? Donc, j'utiliserai une méthode assez rapide, etc. Et bien sûr, le fait d'avoir parlé de tout ça, ça veut dire que nous devons toujours tenir compte du compromis, temps de calcul sur la précision. C'est-à-dire, il y a des fois, on fait un compromis, un temps de calcul acceptable par rapport à une précision acceptable. Parce que il y a des mesures pour calculer la précision, etc. OK? Donc, nous avons segmentation d'image, approche région. On va commencer par l'approche région. Par exemple, on va commencer par le seuillage, ça veut dire les histogrammes. Le seuillage a pour objectif de segmenter une image en plusieurs classes homogènes, en utilisant par exemple que l'histogramme. C'est l'idéal. Quand on a par exemple des images simples, par exemple des images binaires, c'est la segmentation. Elle consiste à extraire des seuils à partir de l'histogramme, puis la classification d'un pixel est faite par rapport à la comparaison du niveau de gris au seuil. À chaque pic de l'histogramme est associé une classe. Il existe de très nombreuses méthodes de seuillage qui d'un histogramme, et que la plupart de ces méthodes s'appliquent correctement si l'histogramme contient réellement des pics séparés, c'est-à-dire des objets bien distincts. Un histogramme fini, d'accord? OK. Alors, l'algorithme faire un histogramme, localiser sur l'histogramme un pic isolé, détecter les zones correspondantes par seuillage, c'est-à-dire détecter parmi les zones de l'image contribuant à ce pic, sélectionner la région connexe la plus grande. Et on refait à chaque fois la même chose. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Voilà, par histogramme, il une image, l'histogramme, ça sous-entend que j'ai quand même, qui joue avec les pics, j'ai quand même des objets. Le problème, est-ce que هذا يجوا مع هذا ولا يجوا مع هذا? D'accord. Donc voilà, on essaie de trouver des seuils pour pouvoir retrouver, segmenter mon image. D'accord? Itération jusqu'au résultat initial. À chaque fois, vous prenez sur radar, vous faites encore la segmentation, etc. Alors, le problème avec la détermination de ces seuils, les à chaque fois, le problème, ce n'est pas toujours évident de les retrouver. Donc, comment on les retrouve? Par expérimentation. Oui, mais des fois déjà,
Vous avez ça, mais est-ce que vous avez le nombre de centres? Oui, mais arrivez là, dans cet exemple, par exemple. Aide la partie. Ceux qui sont là, les pixels. L'objet ou l'objet. Le calcul du seuil, c'est pas aussi clair que ça. C'est vrai que les bins, en Bénin, ils sont distincts, mais les tahtahnaya, non, pas vraiment. C'est ça le problème. Donc, il y a tout un travail sur le seuil. Qui font la valeur moyenne, qui a une médiane, qui a un choix automatique, mais surtout, la méthode la plus connue et la plus utilisée jusqu'à présent, je vous l'ai donnée parce qu'elle est très utile, c'est la méthode d'au-dessous. La en 79, Hadi, c'est la méthode haute. Vous n'avez pas besoin de seuil, elle calcule automatiquement le seuil. Hadi, elle est très connue, mais malgré ça, il y a des fois des bases de données, même au-dessous, on n'arrive pas à les segmenter. D'accord? Donc, un seuil défini des groupes de pixels C1 et C2. On cherche alors le seuil qui minimise une fonction interclasse avec des poids, etc., les variances, etc., etc. Elle vous donne, elle essaie de segmenter. L'image, elle a été bien segmentée. Même ce petit objet, il a été segmenté quand même. Hadi trouve un seuil automatique. C'est une méthode établie qui met très utilisée. Par exemple, la détection, par exemple, des expressions d'un visage ou là. Les gens utilisent déterminer les yeux, le nez, etc. et tout. Parce que l'inconvénient, c'est le problème du seuil, toujours, bien sûr, à l'approche par histogramme. C'est le problème, ces méthodes de segmentation se révèlent efficaces si la qualification des luminances permet de mettre en évidence les différentes régions homogènes de l'image. Dans le cas d'images comprenant des objets de luminance différentes, se détachant sur un fond, cette approche donne de bons résultats. Les niveaux de gris bien distincts, les objets bien, etc. Où le fond il est simple, background simple, d'accord. Mais les complexe background, non. Alors, mais lorsque les images sont bruitées et contiennent un nombre important d'objets, la classification se révèle peu utilisable. En plus, elle n'utilise pas l'information spatiale. C'est ce qu'on lui reproche. Elle dit qu'elle n'utilise pas l'information spatiale du tout. Ça, c'est le problème des histogrammes. Ces méthodes ont très souvent été développées pour traiter le cas particulier de la segmentation en deux images, c'est-à-dire les images binaires. Et leur généralité face au cas multiclasse n'est que très rarement garantie. Il faut vraiment, dans une scène qui me dit l'objet وحده, l'objet وحده, elle peut marcher, sinon non. D'accord? Est-ce que c'est clair? Jusqu'à présent. Ah, ici, quand tu as fait, toi, ton projet de fin d'études sur la détection d'objets, et tu travailles en ce moment encore sur la détection d'objets, on va faire une application à la détection d'objets. Mais chez ce chapitre, parce qu'il nous reste encore le chapitre à la mise en correspondance, 4 ou 5, et le mouvement, le chapitre 5, tu as les applications. Tu peux nous faire un petit exposé de ton état de... ce jour-là, ce sera toi qui présenteras. D'accord. Tu nous feras une présentation sur la DO, parce que tu vas nous en parler des quelques applications que tu as trouvées quand tu étais en licence, et qu'est-ce que tu as fait toi comme solution, et on parlait comme ça, à peu près avec 5 slides, grosso modo, là, sur la DO. Puisque tu as travaillé en licence et tu continues à travailler là-dessus. D'accord? D'accord, Inch'Allah. Donc, ça sera au chapitre application, parce qu'à le chapitre 5, ça sera les applications à la VO. D'accord? D'accord. Ok. Donc, le chapitre 5, je le répète, mais c'est la mise en sur le chapitre, ta segmentation. Il nous reste le chapitre, la mise en correspondance, la stéréovision. Il y a un chapitre, le mouvement et la vidéo. Le chapitre 5, ça sera des applications. Et on a tellement d'applications. Si des étudiants veulent nous présenter des applications, parce que comme c'est 2 semaines après les vacances, ça serait bien. S'il y a des étudiants qui ont déjà fait leur PFE en VO par ordinateur, معنا, laboratoire d'Anna, l'équipe Diana, Madame Tahman ou la Madame Laïch ou là, ce seront les bienvenus.
D'accord. Ok, on s'arrête là. Donc, à mardi, Inch'Allah. On terminera le cours. Parce qu'on est cours mardi.